À votre avis, qu'est-ce qui préoccupe les gens à Washington? Bien sûr, Washington est quelque peu divisé. Il y a des faucons qui, depuis 35 ans, s'acharnent à affaiblir la Russie, à la diviser, voire à poursuivre un changement de régime en Russie. L'élargissement de l'OTAN faisait partie de ce programme, et cela nous a causé beaucoup de problèmes, car la Russie ne veut pas être subordonnée aux États-Unis. Et elle ressent, plus que ressent, elle considère cette approche belliciste des États-Unis comme une menace directe et immédiate pour sa sécurité. Franchement, je ne les blâme pas d'avoir ce point de vue. Je suis moi-même très critique envers cette approche de l'État profond américain qui a été assez constante. On dit que Donald Trump voulait faire quelque chose de différent. Et je dis soi-disant parce qu'à ce jour, il n'est pas clair s'il comprend, s'il veut vraiment faire quelque chose de différent, s'il en a la capacité, ou s'il osera s'opposer à ce qui reste manifestement la frange belliciste et profonde de la scène politique américaine. Mais Trump est arrivé avec l'idée apparente de mettre fin à la guerre en Ukraine. Des déclarations informelles ont été faites, affirmant que oui, l'élargissement de l'OTAN était une provocation et que l'on pouvait comprendre le point de vue de la Russie. Mais ces déclarations n'ont jamais été traduites en politique américaine jusqu'à présent. Trump n'a jamais prononcé de discours devant le peuple américain pour expliquer qu'il allait agir différemment. Trump a envoyé son émissaire Stephen Witkoff à Moscou. Ils ont discuté avec les Russes. Cela me semblait prometteur il y a quelques mois, puis Trump a changé de position. Il a également envoyé ce vieil homme, le général Kellogg, qui reflète clairement le courant dominant du complexe militaro-industriel aux États-Unis. Et cela nous amène à votre question précise. Que demandent les États-Unis? À quoi répond la Russie? Et quelle est la véritable politique américaine en ce moment? Les Russes, pour commencer par là, sont très clairs. Ils disent que cette guerre est survenue à cause d'actions qui menacent la sécurité de la Russie, et que la façon d'y mettre fin est de résoudre ces causes sous-jacentes. La première est l'élargissement de l'OTAN. La deuxième, d'ailleurs, est la participation des États-Unis dans le choix des régimes en Ukraine. Les États-Unis sont profondément impliqués dans la politique ukrainienne à un point écœurant, et ils ont joué un rôle direct dans le coup d'État de février 2014 qui a renversé le gouvernement ukrainien. Viktor Yanukovych, le président de l'Ukraine, voulait la neutralité plutôt que l'OTAN. Les Russes disent donc, regardez, ce sont les causes profondes de cette guerre. Nous devons mettre en place une architecture de sécurité pour que cela ne se reproduise pas. La position des États-Unis a évolué au fil du temps. Pendant un certain temps, le camp belliciste américain affirmait « Continuez à vous battre, la Russie va s'effondrer. Elle s'effondrera à cause des sanctions économiques. Elle s'effondrera à cause de l'armement américain. Elle s'effondrera parce que Poutine est politiquement faible à Moscou. » Toutes ces évaluations étaient erronées. Je pense même qu'on peut aller plus loin et dire qu'elles étaient illusoires, mais elles étaient fausses. Lorsque la Russie a commencé à gagner sur le champ de bataille, le camp belliciste a déclaré que le cessez-le-feu était la solution. Il fallait y reconstruire le road. Les Russes ont dit « Gérer le conflit signifie simplement que nous avons l'avantage en ce moment. Vous voulez que nous arrêtions notre avancée, et quand votre camp se renforcera, vous relancerez la guerre, parce que vous ne vous attaquez pas aux questions fondamentales. » Les États-Unis ne répondent jamais publiquement à ce défi. Les Européens sont au-delà du pathétique dans leur rhétorique publique. Voilà donc une partie de l'idiotie des événements mondiaux. Des questions sérieuses sont soulevées, mais on n'y répond pas de manière sérieuse. Mais les Russes disent « Que voulez-vous dire par cessez-le-feu » Nous voulons aller à la racine des problèmes. Jusqu'à présent, après un progrès initial apparent pour s'attaquer aux causes profondes,
Trump a fait marche arrière et est revenu au cessez-le-feu. Puis il est passé au cessez-le-feu inconditionnel, dans une approche sur 10 jours. C'est ainsi que l'Inde s'est retrouvée impliquée dans cette histoire de tarifs. Et puis soudain, il y a 2 jours, une annonce a été faite concernant une rencontre entre Trump et Poutine. Qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, personne ne sait vraiment ce que ça signifie. Mais une idée, l'idée optimiste, est que Trump a fait de véritables déclarations montrant une prise de conscience des causes profondes et une volonté de s'accorder sur la résolution des causes profondes de la guerre. C'est le côté optimiste. Peut-être que Trump revient à ce qui semblait être la trajectoire initiale. Le côté pessimiste, c'est que ce n'est qu'une réunion de plus, que Trump fera ce qu'il veut ensuite, que la Russie maintiendra sa position et qu'il n'en sortira rien. C'est tout à fait possible aussi. Donc, je n'ai pas l'impression que nous comprenions de l'intérieur pourquoi ce sommet a soudainement lieu. Si je devais deviner, je dirais que les Américains ont signalé une certaine réalité cette fois-ci. Ce serait la meilleure nouvelle. Ce qui est intéressant, c'est qu'en apparence, Trump reste, enfin, en apparence, je devrais dire, vis-à-vis de la Russie, Trump a déclaré, eh bien, je ne sais pas si nous continuerons à exiger un cessez-le-feu unilatéral, un cessez-le-feu inconditionnel. Nous verrons ce que Poutine dira. Mais en même temps, de façon incroyable, il punit l'Inde en disant « Vous devez arrêter d'acheter du pétrole à la Russie ». Et les tarifs douaniers entrent en vigueur. Et cela a déjà d'énormes répercussions sur la politique mondiale en seulement quelques heures. Dans l'ensemble, je pense que les États-Unis sont incohérents dans leur politique étrangère. Je ne suis pas très optimiste concernant Trump en général, car je ne pense pas qu'il ait une capacité d'attention supérieure à 15 minutes. Et je ne sais pas s'ils peuvent parvenir à la paix à cause des limites de Trump. Mais je dirais qu'ils devraient faire la paix. Et la Russie est en réalité du bon côté sur ce point, à savoir arrêter l'élargissement de l'OTAN. Cela n'aurait jamais dû arriver. Il faut traiter les questions liées au territoire. La Crimée, bien sûr, ne retournera jamais à l'Ukraine, compte tenu de toute l'histoire et des circonstances. Mais il existe des possibilités de mettre fin à cette guerre, et il faut y mettre fin en s'attaquant aux raisons fondamentales de ce conflit. À quel point pensez-vous que le complexe militaro-industriel et l'ensemble de l'infrastructure de l'OTAN sont puissants, étant donné que certaines personnes affirment aujourd'hui que l'Europe a décidé de subventionner entièrement l'OTAN? Je veux dire, toute l'aide qui s'était tarie après l'arrivée au pouvoir du président Trump a été entièrement rétablie, et même plus que rétablie, par les Européens, principalement les pays nordiques et l'Allemagne. Quelle est l'ampleur de l'incitation ou de la pression exercée par l'OTAN et le complexe militaro-industriel pour empêcher la normalisation des relations entre les États-Unis et la Russie? En termes de pouvoir fondamental, Donald Trump pourrait mettre fin à la guerre, dire à l'OTAN que l'élargissement ne se poursuivra pas et y parvenir. L'Europe ne pourrait pas soutenir l'effort de guerre, même si elle décidait que c'était dans son intérêt de le faire. En même temps, Trump devrait gérer cela politiquement de manière assez sophistiquée et cohérente, car il ferait face à de l'opposition partout, à commencer par les États-Unis eux-mêmes. Au sein du Congrès, avec des sénateurs comme, de façon notoire, Lindsey Graham et Richard Blumenthal, mais aussi de nombreux sénateurs qui font essentiellement partie du complexe militaro-industriel. Ils siègent au comité des services armés. L'état d'esprit à Washington, c'est la guerre en permanence. Un président doit donc changer cette mentalité. Maintenant, Trump pourrait-il le faire? D'un point de vue constitutionnel, oui. First, constitutionally, yes. If he says we're stopping, the U.S. will stop.
S'il dit que nous arrêtons, les États-Unis arrêteront. Il a la responsabilité de la politique étrangère. Le Congrès ne peut pas mener une guerre contre la volonté du président des États-Unis. Et pour cette raison, si le président fait son travail, oui, il a l'autorité pour le faire. Pourrait-il gagner la bataille politique sur ce sujet? Oui, parce que le peuple américain, en termes d'opinion publique et d'électorat, n'a aucun intérêt pour cette guerre. Ils en ont assez. Ils n'en veulent plus. La base MAGA de Trump s'est vue promettre que la guerre se terminerait rapidement. Les premières déclarations de J.D. Vance et d'autres allaient dans ce sens. Cette guerre allait se terminer rapidement. Donc ce n'est pas que Trump ferait face à une opposition de la part de l'ensemble de l'électorat. L'opposition viendrait de l'intérieur du complexe militaro-industriel. Ensuite vient l'Europe. Oui, les Européens veulent essentiellement que la guerre continue. Je pense que c'est profondément erroné de leur point de vue, du point de vue des intérêts de l'Europe. L'intérêt de l'Europe est en réalité d'entretenir des relations ouvertes et normales avec la Russie, car l'Europe et la Russie ont des économies complémentaires. Elles prospèrent lorsqu'elles commercent ensemble. Elles souffrent toutes les deux lorsque le commerce est rompu, même si l'Europe souffre encore plus. C'est l'appendice occidental de l'Eurasie. La Russie peut se tourner vers l'Inde, vers la Chine, vers d'autres endroits, alors qu'en réalité, l'Europe dépend davantage de la Russie que la Russie ne dépend de l'Europe. Donc je pense que les Européens se trompent, mais ils forment un groupe de pression. Ils pensent qu'il est bon que l'Ukraine combatte la Russie parce qu'ils se disent, eh bien cela réduit les chances que la Russie soit à notre frontière. C'est primitif d'ailleurs. La Russie n'a pas l'intention d'envahir l'Europe. Elle n'en a ni les moyens, ni la raison, ni la motivation, et elle ne prendrait pas de tels risques, et tout le reste. Mais les Européens ont adopté une position plus dure. Comme je l'ai dit, ils n'ont pas la capacité de passer outre la décision du président des États-Unis. Ils peuvent cependant augmenter la pression politique sur Trump, l'accuser d'apaisement, de faiblesse face à la Russie. Cela compte dans une certaine mesure dans la politique américaine, et ils ne manqueront pas de le faire, comme ils l'ont fait ces derniers mois. Mais pourraient-ils vraiment poursuivre la guerre sans les États-Unis? L'idée même est risible. Même avec les États-Unis, la guerre ne sera pas gagnée. La Russie va gagner la guerre sur le champ de bataille. Donc, compte tenu de tout cela, c'est à Trump de décider. S'il agit en mais s'il agit en président, la guerre prendra fin.